Notre prochaine intervenante est Noémie Dubrac. Elle est chef de projet sites et sols pollués au BRGM. En fait, elle a fait sa formation à l'école des mines de Nancy, donc une formation d'ingénieur. Elle a auparavant été ingénieure au CEA et au bureau d'études avant d'arriver au BRGM, donc toujours sur ces problématiques de sites et sols pollués. Donc, je te laisse la parole. Merci Noémie. Merci. Alors, je vais vous présenter du coup un petit peu l'approche française pour les sites et sols pollués, comment on va gérer une pollution, et puis je parlerai un petit peu des enjeux auxquels on est confronté, que ce soit d'un point de vue réglementation ou aussi recherche, parce que au BRGM, du coup, on aide le ministère à développer la méthodologie et on fait aussi de la recherche appliquée, donc c'est-à-dire de la recherche pour mieux optimiser la gestion de la pollution. Avant de parler un petit peu de comment gérer la pollution, je me suis dit que c'était toujours important de définir ce que c'était une pollution. On a travaillé dessus depuis une petite dizaine d'années pour redéfinir un petit peu les termes, pour que chacun puisse parler de la même chose. C'est toujours plus simple quand on a des termes qui sont bien définis, et comme ça tout le monde sait bien de quoi on parle et il n'y a pas trop d'ambiguïté. Donc, la pollution, on la définit comme la présence d'un ou plusieurs polluants dans un milieu qui résulte surtout d'une activité humaine, passée ou actuelle. Donc c'est la présence d'une pollution, mais qui a été apportée par l'homme à un moment donné de l'histoire. Donc voilà ce qu'on appelle pollution. Et un polluant, c'est une substance en fait qui va générer un effet néfaste, que ce soit pour la santé humaine, un ou plusieurs milieux, et éventuellement les biens matériels. Donc on a la notion de risque parce qu'on va avoir une probabilité. C'est pas forcément euh, l'effet néfaste n'est pas forcément avéré. On a une probabilité d'un effet néfaste. Donc voilà un petit peu la notion de pollution telle que définie à l'heure actuelle dans la méthodologie. Et donc, on va avoir besoin pour la gérer déjà de la caractériser. Donc, c'est-à-dire savoir quand on a un site qui est potentiellement pollué, quelle est cette pollution? Quoi? Donc, c'est-à-dire quelle est la substance qui est potentiellement polluante, enfin qui est polluante, combien, donc c'est-à-dire combien il y en a, à quel endroit elle est, où est-ce qu'elle est située. C'est très important le où, on va toujours essayer de circonscrire une pollution. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir où elle est, mais surtout jusqu'où elle s'arrête. On regarde également pour combien de temps, donc c'est-à-dire est-ce qu'elle va être présente à l'heure actuelle, mais est-ce qu'elle va migrer? Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'il y aura une pollution résiduelle? Ou est-ce que l'ensemble de la pollution va partir? Sachant que généralement, quand on a une pollution qui s'infiltre dans le sol, il y a toujours une part qui s'absorbe sur le sol. Et ensuite, si elle atteint la nappe, il y a une part qui va dans la nappe et qui va intégrer un panache qui va migrer dans le sens d'écoulement de la nappe. Et puis, on va aussi regarder quel risque. Donc, du coup, on va s'intéresser plutôt aux cibles. Quel est le risque, soit pour la santé humaine, soit l'environnement. Donc, la méthodologie, elle est très faite à l'heure actuelle pour la santé humaine, mais on intègre de plus en plus l'environnement, que ce soit l'environnement, les micro-organismes, les plantes, les êtres vivants, mais aussi l'environnement parce qu'il va nous apporter des services. Donc, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. En fait, par exemple, le sol ou l'eau ont des fonctions et vont remplir des services pour l'homme. Donc, c'est toujours un peu une approche anthropocentrée. Mais aussi pour les biens matériels, par exemple, on peut avoir de la corrosion pour les infrastructures. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de caractériser notre pollution. Donc, c'est une grosse partie du travail que l'on va mettre en œuvre dans ce qu'on appelle le diagnostic, qui peut être à la fois documentaire et éventuellement mémorial, mais qui peut aussi intégrer une phase de terrain. Donc, on peut aller faire des prélèvements sur le site. Donc, une fois qu'on aura fait notre diagnostic, une des grosses parts qui va être les plus importantes, ça va être de représenter notre pollution à travers un schéma conceptuel. Donc c'est un schéma vraiment qui nous permet de représenter toutes nos connaissances donc, du risque qui est à l'heure actuelle. Donc on va représenter sur ce schéma les sources, là où les sources de pollution, où est-ce qu'elles se situent, dans quel milieu, sous quelle forme. On va représenter aussi les enjeux ou les cibles, donc c'est-à-dire les personnes qui peuvent ou l'environnement qui peuvent être atteints par cette cible. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas de risque tant qu'il n'y a pas de transfert. Donc, on va aussi représenter les transferts.
de la source, à l'heure actuelle, vers la cible. Voilà quelques exemples de schémas conceptuels où on voit bien qu'on a représenté donc une source de pollution. Donc, je vais représenter avec ma souris. Donc, on voit bien qu'ici, dans ce cas-là, on avait un panache de sol qui était pollué donc par des hydrocarbures, mais aussi par du benzène, des métaux et puis des solvants chlorés, donc des solvants organiques. Et on voit, donc on a représenté en bleu la surface de la nappe qui, elle aussi, était polluée. On a nos transferts, donc ce sont les flèches rouges. C'est la manière dont la pollution peut migrer. Donc là, dans ce cas-là, on a de l'inhalation, donc c'est-à-dire que les polluants qui sont volatiles, ils peuvent remonter dans les bâtiments. On peut aussi également, on voit qu'on a des potagers, donc on peut avoir des remontées de vapeur. Et puis, ça peut passer également par l'eau dans les canalisations. Et puis enfin, on a représenté donc nos cibles. Donc là, dans ce cas-là, on a donc des aires de jeu, notre potager qui peut être une cible parce que finalement, on va ensuite manger, ingérer les fruits et les légumes. On a une maison de l'enfance et puis des activités de bureau. Donc là, on a représenté sur un seul schéma nos sources, nos transferts et nos cibles. Donc ça, c'est la manière dont on va représenter ensuite polluer le risque et nos connaissances. Un autre exemple, pour parler un petit peu justement des connaissances et puis des incertitudes, là, on avait cette fois-ci une usine avec une cheminée. Donc là, on voit qu'on avait justement éventuellement une émission de poussière et de fumée qui a potentiellement pollué certains jardins. Et puis, on avait également visiblement une pollution qui est passée dans les sols. Donc là, on avait du trichloroéthylène et de l'ammoniac et qui ensuite est passé dans la nappe. Cette fois-ci, là, on est beaucoup plus en amont du diagnostic. On a fait peut-être une étude historique et on s'est aperçu qu'on avait ces pollutions. Par contre, on n'a pas d'idée des voies de transfert. On a identifié nos cibles. Donc là, on avait un établissement qu'on appelle un établissement sensible, donc c'est-à-dire qui accueille des populations sensibles, avec également un jardin pédagogique. Et là, on voit qu'on a mis des points d'interrogation. On ne connaît pas encore nos transferts, donc on ne sait pas si la pollution peut atteindre ou non nos cibles. Et donc là, il va falloir qu'on pousse nos investigations. Ça nous permet aussi de représenter nos incertitudes, comment on connaît nos incertitudes et comment on va faire pour répondre à ces incertitudes et améliorer notre connaissance du terrain. Donc là, c'est pareil, on voit bien la source, les transferts potentiels et les enjeux et cibles. C'est vraiment important cette phase de diagnostic parce qu'on va vraiment avoir besoin de connaître notre site, la géologie et l'hydrogéologie, mais aussi les polluants. J'aime beaucoup les deux images que je vais vous montrer là pour vous présenter un petit peu l'importance de connaître notre site. Dans ce cas-là, on avait une usine, c'est notre site à surveiller, et on voit que sur la gauche, on a un forage d'alimentation en eau potable, donc qui va être, elle, une cible, parce que si on pollue la nappe, potentiellement, on va ne plus pouvoir utiliser notre forage d'alimentation en eau potable. Et puis sur la droite, on voit qu'on a une rivière. Si on fait des études, on va s'apercevoir qu'on a des variations de la nappe selon les hautes eaux ou les basses eaux. Donc en fonction de l'année, la nappe va plus ou moins se recharger. Et on voit qu'en hautes eaux, finalement, c'est la nappe qui va alimenter la rivière. Et on va avoir un sens d'écoulement de la nappe qui va plutôt passer du forage vers la rivière. Et dans ce cas-là, notre site à surveiller, il va être en aval du forage d'alimentation en eau potable, donc c'est-à-dire qu'il va arriver après. Par contre, il sera en amont de la rivière. Et si on a une pollution qui potentiellement atteint la nappe, à ce moment-là, notre site va pouvoir polluer la rivière, mais normalement, le forage d'alimentation en eau potable, il devrait ne pas être impacté par cette pollution. À l'inverse, lorsqu'on va être en situation de basse eau, c'est la rivière qui va plutôt alimenter la nappe et on voit qu'on a des sens d'écoulement qui vont être différents. Et dans ce cas-là, si on a une pollution qui atteint la nappe, à ce moment-là, le site, il va plutôt avoir tendance à polluer notre forage d'alimentation en eau potable et pas la rivière. Donc c'est très important d'avoir bien connaissance de notre géologie, de notre hydrogéologie, parce que ça va impacter finalement les voies de migration de nos polluants. Un autre exemple, là, c'est plutôt sur les types de polluants qu'on peut avoir. Donc, je me suis basée simplement sur les hautes eaux. Et je vous ai montré avec deux types de polluants différents. Donc là, on a un sens d'écoulement qui va plutôt du forage d'alimentation en eau potable vers la rivière.
Cette fois-ci, si notre site à surveiller, il pollue, mais plutôt des sels en solution. Donc ça va être plutôt des polluants qui vont avoir tendance à se dissoudre dans la nappe. À ce moment-là, on va avoir un panache de pollution qui va être emmené par la nappe. Et donc, du coup, il va suivre le sens d'écoulement de la nappe et potentiellement, on peut atteindre la rivière. Et a priori, notre forage d'alimentation en eau potable ne devrait pas être impacté. À l'inverse, si on a des polluants de type DNAPL, les DNAPL, ce sont des polluants qui vont pas être miscibles, donc ils vont avoir tendance à faire une deuxième phase non miscibles. Et dans le cas des DNAPL, ils vont être D pour dense, donc ça veut dire qu'ils vont être plus denses que l'eau. On peut aussi avoir des LNAPL, ce sont des polluants qui vont avoir une deuxième phase, mais qui seront plus légers que l'eau. Dans ce cas-là, nos polluants qui ne sont pas miscibles, ils vont avoir tendance à descendre, ne pas se mixer avec la nappe, et donc du coup arriver jusqu'au substratum, donc c'est-à-dire le fond de la nappe. Et là, ils vont suivre l'angle, la pente du substratum. Et dans ce cas-là, en fait, finalement, la pente du substratum, elle va être inverse à celle des sens d'écoulement des eaux. Et là, potentiellement, on pourrait impacter notre forage d'alimentation en eau potable. Donc voilà 2 petits exemples pour vous montrer en fait vraiment que c'est important de connaître notre site, notre géologie et nos polluants. Et donc à chaque fois, on va vraiment raisonner pour chaque site. Il faut vraiment connaître chaque site. On ne peut pas forcément faire de solutions vraiment génériques pour la gestion des sites pollués. Et donc une fois qu'on l'aura bien caractérisé notre pollution, bien caractérisé notre site, on va pouvoir la gérer. Donc, on va étudier des mesures de gestion de la pollution qui seront sélectionnées pendant le plan de gestion. En fait, on va regarder les avantages et les inconvénients de chaque technique. On va faire ce qu'on appelle un bilan coût-avantage, où on va regarder pour chaque technique selon différents critères et selon la spécificité du site, quelle technique sera la plus appropriée pour gérer notre site. On aura différentes techniques, des techniques qui seront de l'extraction, donc extraction des gaz, des eaux ou des eaux souterraines, mais aussi des techniques plutôt de traitement des milieux extraits. Donc une fois qu'on aura extrait notre milieu pollué, comment on va pouvoir le gérer, soit le traiter, donc le détruire, soit le séparer pour l'envoyer pour élimination. Et donc là, on voit bien qu'on est dans une étape de gestion de la pollution qui est ultérieure au diagnostic. Les mesures de gestion, elles peuvent consister à dépolluer, donc vraiment retirer la pollution, ou bien la confiner, donc la laisser en place, mais retirer la partie transfert du schéma conceptuel que je vous ai montré. On va couper le transfert entre la pollution et la cible. On peut également l'évacuer, donc simplement la retirer du milieu et l'évacuer vers un autre site, ou bien aussi maîtriser les transferts de polluants pour protéger nos cibles. Donc c'est le cas notamment lorsqu'on fait des mesures constructives. Donc on va laisser la pollution en place, mais on va s'assurer que notre bâtiment, que l'on ne peut pas forcément démolir, va pouvoir résister et éviter par exemple l'intrusion de vapeur. On peut par exemple mettre une ventilation double flux pour imposer un flux du bâtiment vers le sol et éviter que les polluants volatiles passent dans le bâtiment. Et du coup, nos techniques de gestion, elles peuvent agir soit en place, donc c'est ce qu'on appelle des techniques in situ, où là, on va gérer la pollution qui est directement dans le sol ou éventuellement les eaux souterraines. On peut avoir des techniques de pollution sur site, donc là, on va de dépollution pardon, sur site, donc là, on va extraire nos terres ou pomper notre eau, mais on va la gérer directement sur le site d'extraction. Et quand on a des projets, par exemple, d'aménagement, où là, on est plus contraint en zone urbaine, on veut libérer le foncier le plus rapidement possible, là, on va plutôt avoir des techniques de dépollution hors site, donc c'est-à-dire qu'on va excaver nos terres ou pomper nos eaux souterraines et les envoyer hors site pour être traitées. Là, on aura un impact environnemental qui va être plus important, du fait déjà des techniques d'extraction et ensuite du transport qui émet déjà pas mal de CO2. En termes de méthodes de traitement, on a des méthodes de traitement physique, où là, l'objectif, c'est plutôt d'évacuer ou d'immobiliser la pollution. Donc, on peut avoir des techniques de tri granulométrique, par exemple, du lavage à l'eau, de l'encapsulation ou de la stabilisation. Donc, la stabilisation, ça consiste à piéger les polluants dans la matrice. On peut avoir des techniques de traitement biologique. Donc là, on va utiliser donc, plutôt les micro-organismes ou les organismes, les êtres vivants, pour dégrader notre pollution
Enfin, on peut avoir des techniques de traitement chimique. Donc là, c'est toujours pour dégrader nos polluants. Donc on peut faire de l'extraction ou de l'oxydation et de la réduction chimique. Et enfin, on peut avoir des techniques de traitement thermique, où là, l'objectif, ça peut être soit d'extraire, soit de détruire nos polluants par la chaleur. Où là, du coup, on va chauffer soit nos eaux, soit nos terres, pour extraire par volatilisation nos polluants. Donc là, on voit bien que certaines techniques sont applicables que pour certains types de polluants. Ça peut être intéressant pour vous de savoir qu'il y a un site internet que le BRGM a développé qui s'appelle SelectDepol et qui permet déjà de décrire chaque technique, mais aussi de les présélectionner selon justement nos différents polluants. Donc on peut choisir nos polluants, choisir le milieu, donc c'est-à-dire le sol ou l'eau, la zone d'application, si on est en zone saturée ou non saturée, et ensuite on va avoir des options de tri, ça va nous permettre de sélectionner, présélectionner certaines techniques de dépollution. Et donc, que ce soit le diagnostic ou la dépollution, tout ça est encadré en France par un texte qui s'appelle la méthodologie française de gestion des sites et sols pollués. Et elle existe sous sa forme actuelle depuis 2007 et elle est centrée autour de deux outils de gestion. Le premier outil, ça s'appelle l'interprétation de l'état des milieux. C'est un outil qui va, enfin, une manière de réfléchir qui va nous permettre d'évaluer si on a une compatibilité entre les milieux, entre l'état des milieux, ce qu'on appelle l'état des milieux, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la pollution, dans quelle quantité, sous quelle forme, avec l'usage qui est fait du site ou de l'extérieur du site. Donc là, c'est quand on a un usage qui est fixé. On a peut-être, par exemple, une usine et autour, on a des habitations. On va regarder si les sols, si l'eau en place est compatible avec l'usage d'habitation. Donc ça, c'est l'interprétation de l'état des milieux. Et le deuxième outil de gestion, c'est le plan de gestion, qui lui va nous permettre de gérer une pollution. Où là, on va essayer justement de choisir la meilleure technique de dépollution ou de confinement pour éviter, pour déjà retirer la pollution et éviter d'avoir un impact sur nos sites. En plus de la méthodologie française de gestion des sites et sols pollués, on a certains textes réglementaires qui encadrent justement la gestion des sites et sols pollués, et notamment pour les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc là, globalement, c'est toutes les activités qui sont potentiellement polluantes et elles vont être contrôlées par l'administration, donc par l'ADREAL. En dehors de ces ICPE, c'est la police du maire qui va gérer les sites qui sont pollués. Et donc ces textes, que ce soit la méthodologie française ou les textes réglementaires, en fait, ils sont basés, j'en ai déjà parlé un petit peu, sur la spécificité des sites. Et donc, du coup, ils ne vont pas proposer de seuil de dépollution générique. C'est, par rapport à la question sur la première intervention de tout à l'heure, ça, c'est vraiment la spécificité de la France. Il y a certains pays qui imposent des seuils. Donc, du coup, ils savent que si on a tel polluant, on doit arriver à tel seuil en dépollution. Nous, on considère que non, on ne peut pas parce que ça dépend de la géologie, ça dépend de l'hydrogéologie, ça dépend des usages, ça dépend vraiment du site, ça dépend des polluants. Et donc, chaque cas est unique et donc, du coup, on va imposer des seuils de réhabilitation qui seront différents selon nos sites, selon nos sites. Par contre, il y a certains principes qui restent dans le Code de l'environnement et qui là sont spécifiques, enfin qui sont le cas pour tous les sites. C'est notamment le principe pollueur-payeur. Donc c'est la personne qui pollue, c'est le propriétaire d'une pollution qui doit payer pour la réhabilitation. Donc c'est clairement écrit, les mesures de remise en état ou de réhabilitation d'un site sont à la charge du responsable de la pollution. Et on a toute une branche qui s'appelle la forensie environnementale, qui va permettre de faire de mettre en évidence des preuves pour montrer qui a pollué. Donc, par exemple, on peut utiliser l'isotopie pour aller chercher qui a pollué. Un deuxième principe qui est commun pour toute la France, c'est la communication et la transparence. Donc là, la France a l'obligation d'informer le public sur le risque environnemental, mais aussi de pérenniser la mémoire des pollutions. Donc là, c'est pareil quand c'est au niveau de l'ADREAL. Il y a des sites internet qui permettent de diffuser la présence d'une pollution, mais aussi d'informer le risque. Et c'est notamment le cas donc du site internet GeoRisque que les notaires utilisent pour chaque vente d'un terrain, chaque vente d'une maison, il y a un onglet qui s'appelle Ma maison, mes risques, et on peut justement connaître tous les risques près de chez nous.
que ce soit des risques naturels, mais aussi des risques anthropiques. Donc là, ça fait partie en fait du principe de communication et de transparence que l'État doit à tous les Français. En ce qui concerne les enjeux, en fait, un des principaux enjeux, en fait, finalement, ça va être de tout orchestrer parce que finalement, la gestion des sites et sols pollués, c'est un domaine multidisciplinaire. Euh, la géologie est très importante parce que du coup, les polluants vont être plus ou moins arrêtés par la géologie. L'hydrogéologie, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec mon schéma, avec les différents sens d'écoulement. C'est très très important de connaître ça. On va aussi avoir une branche de chimie pour connaître tout le comportement de nos polluants, mais aussi une branche biologie et écologie vis-à-vis des risques que cela peut poser vis-à-vis de nos cibles. Et puis, donc ça, c'est ce qui est peut-être le plus intuitif, mais on a aussi des branches de mécanique des fluides pour mieux comprendre le comportement des polluants dans les terrains, et notamment comment on va pouvoir les dépolluer, l'aider. On a une grosse partie sur l'informatique avec tout ce qui est base de données et gestion de l'information, communication. Et puis on a tout ce qui est gestion des déchets, parce que les terres notamment qu'on va sortir des sites vont être considérés comme des déchets d'un point de vue réglementaire. Et là, on va avoir de nombreuses obligations réglementaires vis-à-vis de cette gestion des déchets. Donc c'est multidisciplinaire, mais c'est aussi multi-acteurs. Donc notamment, on a le maître d'ouvrage à qui appartient le site, qui va devoir gérer sa pollution. On peut avoir des aménageurs qui peuvent acquérir le terrain pour faire un projet d'aménagement et éventuellement acheter la pollution pour la dépolluer dans ce cas-là. On va avoir le bureau d'études qui, lui, va intervenir pour faire les études, connaître, faire les diagnostics et les plans de gestion. L'entreprise qui va dépolluer notre site. On va avoir les acteurs des déchets, les entreprises des travaux publics qui, elles, vont plutôt faire les projets d'aménagement ou gérer l'excavation des terres. On peut avoir aussi des écologues, des agronomes. Donc, pour les terres qui vont être excavées, on va essayer de les remettre le plus en meilleur état possible, et notamment avec des questions de fertilité. Et puis, on a de plus en plus donc, le public qui intervient dans la gestion des sites pollués. Donc voilà un petit peu tous les enjeux qu'on peut avoir au niveau de la réglementation. Euh, donc ça va être bien intégrer l'ensemble de ces acteurs, mais aussi intégrer les nouveaux polluants. On parle de plus en plus des microplastiques, qui sont un petit peu plus en retard, je dirais, que les PFAS, là, qui sont vraiment dans le feu de l'actualité, de ces polluants éternels, pour lesquels on a encore assez peu de réglementation, mais qui font l'objet d'un plan ministériel justement pour mieux les connaître, mieux évaluer, mieux connaître ce qui se passe, les concentrations en France, pour ensuite pouvoir proposer des réglementations. On a aussi une notion sur la santé des sols. Donc jusqu'à présent, on se posait des questions sur la chimie, la qualité chimique du sol, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la qualité chimique. Il y a aussi d'autres informations qui sont importantes pour dire si un sol est, entre guillemets, en bonne santé. Euh, il y a notamment des paramètres physiques et biologiques. Donc, quelle est la biologie qui est intégrée dans nos sols, quels sont les micro-organismes, mais aussi, par exemple, au niveau physique, quelle va être la capacité de rétention d'eau de notre sol, quelle va être la capacité de séquestration du CO2. Donc ça, ce sont des questions qu'on est en train d'intégrer pour dire qu'est-ce qu'un sol en bonne santé. Et notamment, ça va être intégré pour faire suite à la directive pour la surveillance des sols. Donc, c'est une directive européenne qui est en train d'être adoptée cette année et pour lesquelles les différents États européens vont devoir s'adapter dans les prochaines années. C'est un petit peu l'équivalent de la directive cadre sur l'eau qui, elle, donne des indicateurs pour les masses d'eau souterraines. Mais là, on n'aura pas vraiment d'indicateurs de santé. Enfin, on n'aura pas des objectifs de santé des sols, mais là, ça va plutôt être de la surveillance des sols. Et donc, du coup, il va falloir établir des indicateurs de qualité des sols pour pouvoir les suivre. Au niveau de la réglementation, on va aussi se poser des questions sur les bases de données. Est-ce que les données sont publiques? Est-ce qu'elles doivent être diffusées ou non? Parce qu'on a des problèmes aussi de propriété. On doit gérer tout ce qui est artificialisation des sols parce qu'on voit que ça rentre aussi dans le concept de santé des sols. Donc là, il y a des lois sur la zéro artificialisation des sols qui est un petit peu mise à mal en ce moment.
On doit lutter aussi sur le déclin de la biodiversité, tout ce qui est changement climatique, et puis la sensibilité du public, qui, elle, est de plus en plus importante sur le sujet, comme on le voit en ce moment sur le site de dépollution à La Rochelle. Pour le terrain, on a différents enjeux aussi. Ça va être plutôt intégrer le numérique, comment récupérer les données, comment les informer quand on est directement sur le terrain. Ça va être des problèmes de compétitivité et puis bien intégrer toutes les parties prenantes. Et enfin, pour la recherche et développement, l'objectif, ça va être de mieux connaître nos sols. Donc, ce que je vous ai présenté au début, c'est vraiment important de connaître nos sols. Donc, comment on va pouvoir développer des méthodes pour mieux connaître encore nos sols, pour optimiser notre utilisation du sol. Donc, une fois que notre sol il aura été dépollué, comment on va pouvoir le refonctionnaliser, comment on va pouvoir en tirer le plus de services possible. Et donc là, on travaille sur des démarches d'ingénierie pédologique. On va essayer de recréer du sol là où naturellement il faut des milliers, voire dizaines, centaines de milliers d'années pour créer un sol. Là, on va essayer de limiter un petit peu en quelques années avec des techniques de formulation, de préparation de nos sols. On va essayer aussi de mieux connaître les nouveaux polluants, donc notamment les PFAS, de proposer des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour prendre en compte justement notre santé des sols, et puis de développer donc des bases de données, des outils opérationnels, donc comme le BRGM a développé donc la base de données des analyses des sols urbains, qui s'appelle donc BDSolu. Donc là, c'est le site internet sur lequel en fait on va pouvoir accéder dans différentes agglomérations aux fonds géochimiques urbains, donc c'est-à-dire les valeurs de référence de différentes substances qui peuvent être polluantes ou non, dues à l'activité humaine, mais plutôt diffuse, donc c'est-à-dire plutôt la route, les chauffages urbains, etc., qui vont, eux, polluer, mais qu'on ne va pas pouvoir retracer exactement qui a pollué à tel endroit. Donc on considère qu'on a un fond de pollution et on peut accéder justement via certaines bases de données à ces fonds, connaître mieux nos territoires pour mieux du coup le gérer. Et puis enfin, on va essayer de développer nos techniques d'analyse et puis mieux quantifier les incertitudes. Un petit exemple ici, je vous avais parlé tout à l'heure un petit peu des voies préférentielles de migration. Là, on a au BRGM, on développe des techniques de dépollution avec des fluides non newtoniens, donc c'est-à-dire où la viscosité va dépendre selon la pression. Et pour éviter, donc l'image de gauche où on voit que quand on a une pollution en rouge et avec une technique de lavage classique, en fait, on aurait plutôt des filaments de dépollution et donc du coup, on n'arriverait pas à dépolluer certaines zones. Avec nos fluides non newtoniens, finalement, on va réussir à avoir ce qu'on appelle un front plat et bien dépolluer entièrement notre zone. Donc là, voilà, là, on est plutôt dans la mécanique des fluides pour nos techniques de dépollution. Et du coup, toujours essayer de quantifier au mieux nos incertitudes liées à la connaissance, mais aussi à la dépollution. Et voilà pour ma présentation.